Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les personnes avec autisme, ou plutôt, souvent ceux qui s'en occupent, ceux qui ont le dévouement de se mettre à leur service. Pour cela, nous avons avec nous, comme à notre habitude, notre chroniqueuse habituelle, Christelle Cuche, psychologue. Bonjour. Nous avons aussi Monsieur Jérôme Chevret à ma droite. Bonjour. Monsieur Chevret est le parent d'un petit garçon. Oui, qui s'appelle Lucas, qui a 9 ans, et puis qui est porteur d'autisme, du coup. Nous avons aussi Monsieur Thierry Néra, qui est le vice-président d'Autisme Réunion. Bonjour. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas privés de la présence d'un spécialiste, Gabriel Jean-Berton. Il va se présenter. Bonjour, donc moi je suis Gabriel Jean-Berton et je suis le coordonnateur du dispositif Autisme et Sport 974. Alors, je disais un spécialiste. Gabriel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours de formation pour bien comprendre ? Bien sûr. Alors moi j'ai commencé tout au début par de l'animation parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, m'occuper des enfants, m'occuper des adultes. Et suite à ça, je suis passé sur une licence TAPS pour accompagner, pareil, des adultes et des enfants par le biais du sport. J'ai continué par le diplôme d'état de psychomotricien parce que j'avais une fibre en fait pour les jeunes et pour les adultes en difficulté. Et enfin, j'ai, après plusieurs années d'études et plusieurs années de travail au sein d'IME ou de foyers d'accueil médicalisés, fait le diplôme universitaire sur l'autisme. Et suite à tout ça est venue l'idée du projet Autisme et Sport 974 et la réalisation de ce dispositif. En tout cas, vous avez bien entendu, je suis entouré de spécialistes, tous, avec des parents, avec des gens qui ont une expérience associative très longue. Donc, ils ne manqueront pas de me reprendre si, sur certaines thématiques, j'étais un peu plus léger qu'eux. En tout cas, nous allons pouvoir démarrer cette émission par un reportage qui est l'occasion de voir un cours privatisé à destination de ces personnes avec autisme. Pour parler de l'autisme, nous utilisons le prisme du sport, particulièrement avec Autisport. Nous verrons deux façons de pratiquer, un club privatisé d'une part et d'autre part une occasion d'immersion. L'échauffement permet une prise de contact. Alors j'accompagne Amaya le mercredi et le vendredi et on travaille divers apprentissages. Donc avec Amaya, je fais aussi du soutien scolaire. Amaya fait déjà l'escalade. Les activités sportives pour, en tout cas notamment Amaya, et c'est super important. Ça permet déjà de se défouler un maximum. On essaye d'inclure les personnes TSA un maximum dans un environnement normal, dit comme tout le monde, avec tout le monde. Dans le cas de notre fils, l'oral est très compliqué. La communication verbale est très compliquée. Donc on va utiliser d'autres supports. On a fait un mélange de langue des signes au début. L'écrit, il va mieux comprendre des consignes écrites. Avec un papier et un crayon, il va pouvoir écrire des choses assez simples qui vont lui permettre de se faire comprendre. Et donc on va éviter les frustrations, les cris, des choses comme ça. Quand il veut communiquer avec des gens autres que vous, c'est le problème, c'est pas évident qu'il veuille communiquer. C'est aussi le fait que l'envie n'est pas forcément là. Ou elle est peut-être là, on ne le sait pas, mais ça ne se manifeste pas. Et donc il va souvent attendre. Là l'idée c'est que dans la salle, souvent, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de musique. Donc là, en fait, on privatise la salle pour leur permettre de tester dans les meilleures conditions. C'est-à-dire en diminuant le son de la musique, en diminuant l'attente au niveau des voix et en ayant un professeur pour eux de façon presque individualisée. Parce que là, ils sont 4 en fait pour un petit groupe. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche et pourquoi ? Il le mâchouille pour juste déstresser un petit peu. Et en fait, en l'enlevant, il n'arrive plus du coup à se concentrer et à rester. Ma seule présence peut amener Lucas à s'éloigner et à vouloir s'isoler. Je suis en BTS audiovisuel au lycée Limona Intermana Fidji et en option image. Et ça me plairait bien de faire quelques reportages. Je suis autiste de haut niveau et ça veut dire que j'ai de bonnes connaissances dans plusieurs milieux et je suis donc fasciné par le cinéma et l'audiovisuel en général et j'espère pouvoir bien m'insérer dans ce milieu. Amaya est arrivée en haut, elle ne veut pas redescendre
l'éducateur va aller la chercher. Elle est dans son environnement, elle s'y plaît. La patience déjà, j'en ai pas beaucoup moi je sais, mais j'ai dû essayer de faire avec. Non, beaucoup de patience et surtout beaucoup d'observation. Beaucoup d'observation pour essayer de comprendre comment il fonctionne, se dire qu'il ne fonctionne pas forcément comme nous, que d'un enfant à un autre ça fonctionne encore différemment. Et donc il faut vraiment observer, essayer de comprendre ses réactions, et essayer d'interpréter pour pouvoir s'adapter. Et des fois on tape à côté, je vous rassure, c'est pas évident. Si on le sollicite trop par exemple, vous voyez là par exemple Gabriel lui montre, alors il va faire beaucoup par mimétisme, mais si Gabriel lui parle trop, la consigne verbale va devenir insupportable pour lui et il va commencer à s'énerver. Et il y avait une petite fille aussi qui était là, il va avoir tendance à faire comme elle. Donc ça on a vu que ça marche bien. Regarde, check le petit bleu. Et ta relation avec les autres, à l'école ou ailleurs, ça se passe comment? Ça se passe bien, tout le monde est sympa avec moi. Oui, donc un reportage qui nous permet de voir de différents profils de personnes avec autisme. Alors, dites-moi, Madame Cuche, des autistes, est-ce que vous en recevez parfois dans votre cabinet? Oui, c'est arrivé, alors pas actuellement, mais j'ai déjà accompagné des personnes porteuses d'autisme. L'accompagnement se fait, je dirais, surtout et avant tout aussi avec les familles. C'est en tout cas dans ma pratique très important d'accompagner la famille, l'enfant. Pour les personnes que j'ai accompagnées, c'était des enfants. Donc, voilà. Donc oui, souvent, la famille, les aidants sont importants autour de ces gens. Gabriel, est-ce que les définitions que nous avons proposées dans le reportage restaient assez fidèles? Est-ce que ça a évolué? On a d'autres approches? Non, les définitions qui ont été utilisées lors du reportage, c'était correct. C'est vrai que l'autisme, c'est quelque chose qui a évolué énormément, que ce soit dans la recherche, dans les causes, dans l'origine de l'autisme, en fait. Et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore toutes les informations. On est loin d'avoir toutes les informations. Et on recherche, en fait, justement ça pour accompagner au mieux ces personnes-là. Monsieur Chevret, vous avez un fils autiste. Comment on aborde cette découverte, cette réalité qui nous arrive? Comment on l'aborde? On n'a pas trop le choix. D'abord, c'est pas trop une question, donc on prend un peu comme ça arrive. Après, au départ, c'est plutôt long parce que c'est des démarches qui sont assez longues pour pouvoir avoir un diagnostic, pour pouvoir savoir ce qu'il a de particulier en fait. Après, je pars du principe qu'un enfant qui a des particularités, c'est aussi un bon point et c'est une belle chose. C'est des richesses, des différences. Voilà, c'est ça qui nourrit tout à chacun. Et puis, c'est vrai que après, il faut réussir à essayer de mieux comprendre, de bien s'adapter. Dans le reportage, on entendait un parent qui en parlait, c'est que du coup, c'est avec bienveillance, on essaye presque d'anticiper ce qu'il va vouloir dire et vouloir avoir besoin, parce que la communication est assez restreinte de manière générale. Donc voilà, on essaye de s'adapter et puis de faire au mieux pour l'accompagner, quoi. On fait au mieux et comme il le dit, parfois on peut taper à côté. C'est difficile. C'est ça. Alors, au niveau de l'association Autisme Réunion, ça fait combien d'années que vous existez? Qu'est-ce que vous avez pu déjà mettre en place, proposer pour justement accompagner ces gens? Alors, l'association Autisme Réunion, elle est créée en 1992, donc on a presque 30 ans. L'année prochaine, ça sera les 30 ans de l'association. Alors, depuis toutes ces années, l'association elle a accompagné des adultes, des enfants, des adolescents, donc au sein de structures, pour créer des structures comme par exemple Cascavel à la Plaine des Palmistes. Plus récemment, on en reparlera certainement tout à l'heure. Pouvez-vous nous expliquer Cascavel? C'est un établissement où on reçoit des adultes avec porteurs d'autisme et qui vont passer leur vie, ou pour certains qui vont pouvoir de temps en temps rentrer à la maison, mais il y en a pour qui certains, ça sera leur maison d'accueil jusqu'au bout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des jeunes ou des adultes qui parlent. Tout à l'heure, le papa, il disait comme ça, on parlait de communication verbale. Donc, il y en a qui ne parlent pas. Dans le spectre autistique, on parle des autistes de Kanner, qui sont peut-être les plus compliqués pour nous à comprendre, avec des autistes de haut niveau, qu'on appelle les Asperger,
symboliquement, des gens qui ont des capacités intellectuelles développées, mais dans certains domaines qui pour nous sont parfois un petit peu magiques. Justement, quand on dit autisme de haut niveau, c'est peut-être un faux ami. Certains pourraient entendre autisme de haut niveau et haut potentiel. Il y en a certainement, mais la confusion est facile. Alors, parfois ça se rejoint parce qu'on peut être haut potentiel dans certains domaines. Par exemple, on a monsieur Joseph Chovanec, qui est parent aussi du PAOI, c'est-à-dire du pôle océan Indien, au niveau qui accompagne l'association, et qui est docteur en philosophie, donc qui parle 7 langues, qui est docteur en philosophie, qui est capable de faire des... Et qui lui-même serait autiste. Ah mais qui lui-même est autiste de haut niveau, mais son problème c'est le comportement social, disons que aujourd'hui peut-être, par exemple, sur un petit plateau, il aurait des difficultés. Si vous me permettez de rebondir sur ce que vous dites, ça me fait penser à une série télévisée où vous avez deviné. Une série télévisée, il y en a plusieurs qui sont passées. Il y a des séries récentes, il y a eu des séries américaines qui sont passées, il y a des séries anglaises. En France, on a essayé de faire quelques séries aussi. Il y a eu des films, effectivement. Je pensais particulièrement à Sheldon, un chercheur émérite, et qui effectivement est une personne porteur de l'autisme et brillant scientifique. Ce n'est pas le seul, bien sûr. Madame Cuche, dans cette détection de l'autisme, est-ce que ça passe souvent aussi ou ça s'accompagne de tests psychométriques? Alors, oui, tout à fait. Les bilans psychométriques sont effectués notamment par le CRIA et ça peut aider au diagnostic, évidemment, mais pas que. Je dirais même que ce n'est pas du tout le plus important dans le diagnostic. Alors, je sais qu'il y a différents tests, il y a des questionnaires pour la famille, il y a des questionnaires pour la personne quand elle est suffisamment grande pour pouvoir y répondre. Et c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un parcours très long pour le diagnostic. Alors, si je peux me permettre, effectivement, il y a le CRIA qui effectivement commence à poser des bases. Alors le CRIA, c'est le centre de ressources interrégionales de l'autisme. C'est un petit peu différent. Enfin, ça a été l'association aussi à l'origine de cette unité à La Réunion, qui est portée aujourd'hui par un établissement, parce que l'association ne porte des porteurs de projets, mais après n'a pas les moyens financiers. Et bon, bref, ce serait assez compliqué à expliquer. C'est un petit peu différent parce qu'en métropole, on appelle ça des CRA. Alors pourquoi interrégional? Le I, ça vient qu'elle intervient aussi à Mayotte. Voilà, tout simplement, on intervient sur 2 îles, qu'en métropole, c'est lié seulement à une région, à un département. Donc c'est un petit peu la différence. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que c'est certainement le préambule. Ça va aider les familles à les rassurer, à se dire, on voit des différences et mettre un nom sur une différence. Mais effectivement, c'est le début. Comme toute personne qui se sent différente pour X raisons, tout à fait. À chaque fois qu'on met un nom sur une maladie, sur un handicap ou autre, sur un trouble, c'est déjà très important. On le voit régulièrement sur différentes thématiques. Dans ce questionnaire, oui. Si je peux me permettre, excusez-moi de vous couper, mais c'est ce qui permet aussi la prise en charge adaptée. Et c'est en ça que C'est ça en fait. En fait, je pense que le parcours jusqu'au diagnostic est clairement une épreuve pour les parents. Il n'y a pas d'autre mot là-dessus. Parce qu'on enchaîne beaucoup de spécialistes, on enchaîne beaucoup de choses et en fait on est un peu dans le flou et on ne sait pas trop. Je pense que le diagnostic en fait pour les parents doit être plus vécu comme une... Je vais peser mes mots mais je le pense comme ça. Comme une victoire dans le sens où on sait du coup vers quoi aller se projeter. Comment essayer de trouver des solutions, mais du coup, il faut plus l'avoir ou le recevoir comme une bonne chose, entre guillemets, de savoir enfin où on en est, où est-ce qu'on peut aller. Après, ce qui ne veut pas dire qu'on a plus de solutions après, mais on a déjà un axe un peu plus précis. Sur le plan psychologique, oui, c'est ça. Pour les parents, se donner une identité quelque part. C'est ça, sans toutefois fermer dans des cases et ce qu'on aime bien faire en France, mais voilà, il faut... Oui.
ça donne une direction. Et disons que, mine de rien, il faut plus le prendre de manière positive, dans le sens où on pourra enfin se projeter. Bien sûr. Et puis, c'est tout bête, hein, mais il peut pas aller à l'école juste parce qu'il n'a pas de diagnostic, parce qu'il n'y a pas d'AVS. Enfin, ça engendre quand même beaucoup de choses de ne pas être fixé. Ça a des conséquences Donc, organisationnelles, structurelles. Il y a avant, après, le au niveau des diagnostic, c'est quand structures même... étatiques, notamment, voilà. et notamment de l'école. Dans ces questionnaires dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être comme ça que M. Jean Biaton, vous commencez pour appréhender, pour comprendre l'individu que vous avez en face de vous, pour l'amener vers l'autisme et le sport? Exactement. Alors moi, je voulais rajouter un petit truc. Ce qui est important dans le diagnostic, c'est le côté pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas une personne qui dit que telle personne est autiste ou une personne avec autisme. C'est important de savoir qu'il y a des orthophonistes, des psychomotriciens, des éducateurs, des psychologues, et toutes ces personnes-là vont ensemble partir sur une idée de diagnostic. Dans Autisme et Sport, nous, on est toujours contactés par la famille. C'est-à-dire que la famille nous contacte, nous, on la reçoit, et on essaie justement de voir ce qui correspond le mieux à l'enfant ou à l'adulte. Donc ça peut être soit l'adulte qui vient nous voir, s'il est en capacité, il vient nous voir et il nous dit, voilà, moi j'ai envie de faire du sport, ou alors la famille qui nous dit, ben voilà, moi j'ai un enfant qui souhaiterait faire du sport, mais je ne sais pas forcément quel sport choisir. Donc pour y répondre, nous on va voir ce qu'il aime faire. Est-ce qu'il aime courir? Est-ce qu'il aime grimper? Est-ce qu'il aime sauter? Et par rapport à ça, on propose des sports. Encore une fois, comme ça a été dit tout à l'heure sur le reportage, on ne sait pas forcément si ça va marcher ou pas, parce qu'il y a plein de critères qui font que ça peut fonctionner ou que ça peut ne pas fonctionner. Mais l'idée c'est de se dire, essayons et on va voir ce qui s'y passe. Donc ils peuvent, auprès de vous, en tester plusieurs jusqu'à trouver le bon. Exactement. L'idée, en fait, elle est la suivante. C'est qu'on fait des programmes vacances sur lesquels, comme on a vu tout à l'heure sur l'escalade, on va proposer différents sports. Où là, les familles vont pouvoir solliciter donc Autisme et Sport et dire, voilà, je vais essayer du golf, du tennis, de la trottinette, du judo, voir s'il y a quelque chose qui convient mieux. Après, dans l'autre fonctionnement habituel d'Autisme et Sport, on choisit un sport et là, on va plus insister. On va faire 3, 4 ou 5 séances. Parce que ce qui est compliqué dans l'autisme, c'est que quand les personnes ne sont pas verbales, on ne va pas forcément voir à la première séance s'ils aiment. Donc, on est obligé de faire 2, 3 séances et par rapport à la conduite de la personne, on va se dire, là, il y a quelque chose à faire ou là, c'est peut-être compliqué. Monsieur Jean Biaton, oui. Là, vous me parlez de la perspective des parents que vous accueillez, du bénéficiaire lui-même, enfant, adolescent, que vous essayez de comprendre pour adapter l'offre, mais il y a aussi en face le club qui accueille. Complètement. Enfants, adolescents et adultes, parce qu'on peut avoir aussi des adultes qui souhaitent faire du sport. Exactement, il y a aussi le club en fait derrière. Nous, l'idée, c'est que les clubs, pour la plupart, quand on les a rencontrés en créant Autisme et Sport, ils nous ont dit, nous, on est partant pour vous accompagner, mais l'autisme, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc l'idée, c'était d'aller les accompagner aussi. Donc on leur propose des sensibilisations, donc c'est des petits temps sur 2, 3, 4 heures qui sont gratuits pour leur permettre de découvrir un petit peu ce que c'est que l'autisme. C'est pas une formation qui va leur donner un diplôme, qui va leur permettre d'accompagner, mais au moins, ils vont pouvoir poser des questions, ils vont pouvoir sortir de certains clichés qu'on peut avoir dans l'autisme. Et on essaie aussi d'intervenir auprès des CREPS ou auprès des STAPS pour justement former les futurs en fait, enseignants. Vous êtes intervenu récemment sur la filière EAPA au tampon, les enseignants en activité physique adaptée, qui effectivement s'intéressent de plus en plus à l'autisme, de par l'émission, ils vont découvrir plein de choses, mais aussi par vos interventions. Je vous propose maintenant de regarder justement une inclusion dans un club d'athlétisme que nous sommes allés voir du côté de Sainte-Anne. 3 ans, 4 ans et 5 ans, on va faire un petit tour du terrain. Parmi eux, il y a les enfants autistes. Il y a les enfants autistes, en général, eux, ils aiment bien faire les 2 tours. En y regardant dans l'équipe, là, on ne les distingue pas, on ne les reconnaît pas. On ne les distingue pas, ils comprennent bien, ils comprennent très bien les consignes. Alors, cette volonté d'accueillir les enfants autistes, en fait, ça vient de nous-mêmes à la base. Mais donc, comme on a passé une petite publicité au niveau de la mairie. À la base, c'était pour une pratique d'athlétisme forme santé. Et surtout, on a eu le responsable autiste sur Brapanon. Donc, lui, il nous a ramené 2 enfants autistes pour l'instant. Ils se sont bien intégrés. Tu te présentes? Présente. Alors, comment tu t'appelles? Sébastien. Nous, à la base aussi, notre athlétisme, c'est aussi un athlétisme d'inclusion. Alors nous, l'idée, en fait, c'était de trouver justement plein de clubs qui sont prêts à accueillir. Donc on a contacté les mairies, on a contacté les services des sports. Et par rapport à toutes ces personnes et toutes ces réponses qu'on a eues, on a pris la liste et on a contacté en fait le club d'athlétisme, le club de basket, le club de judo. Et on leur a présenté le projet par téléphone avant de les rencontrer physiquement. J'ai 2 enfants, 2 garçons, un de 9 ans et un de 6 ans. Et celui qui est autiste, il a 6 ans, c'est le plus jeune. On a eu un entretien téléphonique tout d'abord et puis après on a eu un rendez-vous
à l'IME Levavasseur, sur Brapanon, pardon. Et puis là, il nous a vraiment expliqué, il a pris connaissance avec Noah. Et puis son frère, on était toute la famille présente. Et il y avait des difficultés pour parler aussi, beaucoup. Il s'est retiré, il était tout seul dans son coin pour s'exprimer. Et on s'est tourné vers l'orthophoniste avant. Comme sa sœur, elle est aussi autiste, elle est suivie par le CESA de Raymond Allard. Ils m'ont aidé aussi pour Sébastien. Chaque enfant pouvait avoir des problèmes différents. Par exemple, quand la personne qui est grand, il fera ça avec une seule jambe. Et lui, il essaie de l'imiter, ou genre, il fait ça avec deux jambes, mais tant qu'il peut passer, c'est bon. Voilà. Le but de cet atelier pour lui, c'est genre qu'il arrive à s'adapter. Par rapport à elle, pour Sébastien, on a anticipé plus vite. Et je pense que les suivis comme ça, il faut avoir pour tout. Très tôt pour les enfants. Avec l'orthophoniste, l'éducatrice et tout, on est bien entouré, bien conseillé. Oui, elle évolue bien. Même son petit frère aussi, il avance. Il a fait beaucoup de progrès. Parce que il y a la période d'acceptation, il y a la période de questionnement, après il y a la période d'acceptation. Et je pense que l'acceptation, ça reste le plus difficile parce que il y a des facettes de l'autisme où on se dit finalement c'est un enfant comme les autres, et puis il y a des moments où on a des petites coups de claque, pas se sentir isolé, pas se sentir trop seul. Après ces cours d'essai, Sébastien et Noah ont rejoint le STASA où ils côtoieront Florent, un ado autiste qui s'y épanouit déjà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas communiquer. C'est son mode à lui pour échanger avec les autres. Tout à fait. Ils ont rejoint le club. Ça s'est bien passé finalement pour eux. Mais ils auraient pu choisir un autre club si c'était nécessaire. Et je crois même que la sœur a finalement suivi. Exactement. La sœur et le frère d'un autre enfant ont tous les deux pris la suite en fait et sont inscrits également au club d'athlétisme de la STASA. En tout cas, Gabriel, belle histoire. On remercie tous les clubs qui, comme le STASA, accueillent ces gens. Frédéric Sora est quelqu'un de magnifique. Il avait une démarche volontariste pour ouvrir son club à ces gens avec handicap et donc ces gens aussi avec autisme. Au niveau des parents, on en a un qui justement au niveau sport a des projets bien spécifiques. Racontez-nous un peu. Ouais, je suis sportif depuis tout jeune et puis du coup ça déteint sur Lucas aussi qu'il l'est. Je pense qu'à travers le sport on peut réussir à se dépasser et à aller chercher beaucoup de choses, donc c'est pour ça aussi que je le prends de cette manière, le fait d'être parent d'un petit garçon exceptionnel ou extraordinaire. Après donc du coup l'idée c'est grâce au sport en fait d'aller tenter des exploits ou des défis pour faire parler de la cause et essayer de faire bouger les choses et de le rendre un petit peu médiatiser et rendre visible. C'est ça. Donnez-nous des exemples de choses que vous avez déjà fait et parlez-nous un petit peu de ce reportage qui est en cours de réalisation. Alors du coup en 2017 donc j'ai relié le Barachois de Saint-Denis jusqu'à La Roche-Écrite. Donc à une ascension d'un peu plus en cumulé de 2700 mètres de dénivelé à peu près, avec Lucas sur le dos. Soi, c'est déjà un exploit, mais en plus il y avait Lucas avec vous. C'est ça, donc avec Lucas sur le dos, donc avec le sac et Lucas qui avait déjà 5 ans, ça devait faire un petit peu moins de 20 kilos quand même sur le dos, donc ça a fait 9 heures d'ascension. Et ça a été partagé par beaucoup de personnes. Il y avait de ces éducatrices d'ailleurs du moment. Il y avait des familles, il y avait des sportifs, il y avait pas mal de personnes. On était une centaine de personnes au Barachois, donc c'était un très beau moment de partage. Et donc ça c'était le premier défi en 2017. Et puis l'idée est devenue un petit peu plus loin. Et puis j'ai toujours envie d'aller chercher un petit peu plus dur aussi. Donc du coup je me suis inscrit sur un Ironman dans les Alpes. Donc c'est un triathlon très longue distance mais avec beaucoup de dénivelé dans les Alpes. Pour ceux qui ne seraient pas dans le milieu sportif, il y a un Ironman autour de 100 km de vélo, 5 de natation. Alors c'est quasiment 4 km de natation, c'est quasiment 200 km de vélo et c'est un marathon donc 42 km. Le contexte sanitaire fait que du coup la course ne s'est pas déroulé et qu'on repousse un petit peu le projet. Bon, c'est qu'une histoire de délai et de stabilité sanitaire. Mais voilà, l'idée c'était surtout à travers ce défi sportif d'amener un documentaire et d'amener la réflexion sur l'inclusion des enfants porteurs d'autisme grâce au sport justement. Parce que moi personnellement en tant que parent, j'y crois vraiment dans le sens où la communication n'est pas le plus facile pour eux.
Mais à partir du moment où ils se sentent à l'aise dans un domaine et que ce soit pas forcément scolaire, mais du coup du sport ou autre chose, et après chaque enfant est différent, mais je pense qu'en s'épanouissant dans un domaine, voilà, ça va leur permettre de rentrer dans leur bulle. Merci pour l'exemple que vous donnez, l'envie que vous donnez à d'autres de pousser les portes un peu plus loin, de déplacer les limites qu'on se donne souvent. Et les autistes, les personnes qui sont avec de l'autisme peuvent aussi repousser plus loin leurs propres limites. En tout cas, ne manquez pas la deuxième partie où nous développerons aussi des structures dédiées particulièrement aux adultes.